Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur François Corse via Style, évidemment. Dans mon tour quotidien de l'actualité, j'ai retenu un article du journal africain L'intégration sur la guerre des ondes, ou plutôt les ondes de la terreur au Cameroun. Selon l'article, le mouvement terroriste Boko Haram arrose le pays de ses messages violents pour inoculer insidieusement la peur au sein des populations locales et retourner l'opinion contre le gouvernement, évidemment. Une propagande terroriste radiophonique que les autorités locales et la communauté internationale ont du mal à combattre. Et pourtant, il s'agit bien là d'un enjeu de géopolitique et de stratégie militaire. C'est aussi cela, la guerre sur le terrain. Le terrorisme des ondes au Cameroun, c'est à lire dans le journal L'Intégration et c'est relayé par l'excellent Courrier international. Les titres de votre 20h. Existe-t-il un politiquement correct spécifique à la Corse ? C'est notre débat du soir avec Marie-Jo Arrigue et Sébastien Pisane, nos deux journalistes. Poète, musicien, pilier du groupe Diana Dila Alb, Anto Mariel et l'invité événement de 20h. Bonsoir, mon cher Bonsoir. Antoine. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Je suis très heureux moi aussi. de vous accueillir. Prenez place sur le plateau de pendant le 20h. Mon cher Antoine, si je vous qualifie de militant culturel de l'émancipation individuelle et collective. C'est beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Oui, vous savez, moi, c'est parti de la Norvège. C'est parti de la Norvège. J'étais en Norvège avec une copine. Quel âge j'avais ? 25 ans, 27 ans, je crois. Et j'ai entendu parler de l'affaire d'Aléria. Là, ça avait 27 ans. Et puis, ensuite, la création du FLN, mois de mai 1976. J'ai eu envie de rentrer en Corse. J'avais l'impression de perdre quelque chose, de lâcher tout le monde. Et je suis rentré, pas pour être dur, faire des choses trop dures, trop violentes, mais pour me battre au niveau culturel, pour créer un groupe de chant, voilà. C'est venu de là, ouais, c'est drôle. Hein. Vous savez, hier, on a reçu dans cette émission l'écrivaine et journaliste Catherine Scapula, qui nous a parlé de son rapport à la Corse et de l'exil. Est-ce qu'il y avait ça chez vous aussi, cette façon de se dire que votre pays, outre le fait que votre pays vous manquait, mais que c'était le moment d'y être ? Moi, j'étais étudiant à Nice, et quand on était à Nice, on n'arrêtait pas de se retrouver tous les soirs jusqu'à 3h du matin et de chanter. Mais moi, je me souviens que quand le mois de mai arrivait, je préparais mes cours et j'avais toujours mon année. Ça, je savais le faire. Mais jusqu'au mois d'avril-mai, j'étais avec mes amis à chanter, avec Nathalie Ochan, on a connu Léo Batteste, on a connu plein de gens comme ça, qui sont devenus aujourd'hui des gens incontournables. Le pauvre Natal et bon Gorge. Moi, ce que j'ai envie de savoir, alors je vous suis depuis longtemps, on communique même via les réseaux sociaux, souvent. Ce qui me touche, ce qui m'interpelle dans votre parcours, quand je dis militant de l'émancipation individuelle et collective, c'est pas une formule dit à la volée comme ça pour vous. C'est que j'ai le sentiment vraiment que vous avez le désir, par la culture, par la transmission, de bousculer, encore aujourd'hui, de bousculer la société corse. Écoutez, j'essaie de faire des choses, que ce soit au niveau de Diana et l'Albe, avec les chansons, les créations, que ce soit au niveau d'une école de chant de femmes. C'est très important pour vous d'ailleurs. Que j'en ai une vingtaine de femmes entre 15 et 60 ans qui sont tellement heureuses de venir répéter le mercredi qu'elles viennent à 5h au lieu de 6h ou 5h30. Donc ça fait plaisir. Tu vois, quand il y a des gens comme ça passionnés. Et puis l'importance d'attramandir, le mot corse il est extraordinaire, de transmettre. Comme j'ai transmis à mes filles quand elles étaient petites. Je choisissais le moment de l'intimité, le moment où on était tranquille, serein, au repas. Le repas du matin, c'est pas la peine. Tout le monde fuit, tout le monde va à l'école, tout le monde va, pour ses occupations. Mais à midi, c'était un moment privilégié où je demandais à mes filles de ne parler que corse. Elles parlaient déjà, mais c'est à partir de là, à partir de petite, qu'à midi et le soir, quand le moment était serein, le moment était intime, on se retrouvait autour du repas pour partager la langue corse. Et je donnais un gage à celui qui parlait en français.
de faire le tour de la table en faisant des grimaces. Et c'est ce qui participe aussi, le fait que tous les matins, vous mettez sur un Tous les matins réseau social important. Que Dieu fait depuis 1 an, je fais ça. Vous faites ça. J'écris tous les matins, toujours pratiquement à la même heure, entre 7 et 8. Je me lève tôt, même si je me couche tard, je me lève tôt. Oui, je le confirme parce que je vois Voilà. Et j'écris vois tous ça. les matins une quinzaine de mots, une vingtaine de mots. Je pense faire un livre, j'ai vu avec Colonne, je pense que c'est fait. Colonne Édition. Colonne Édition. Donc de faire un livre de plusieurs tomes, j'appelle ça au librone. Hein. Donc là, je suis à la personne humaine, donc il y a des orteils jusqu'aux cheveux d'abord, après la sexualité, il faut. Hein, Bien sûr. Hein. Ah non, mais Voilà. chaque mot, de l'importance les des mots, bien maladies, sûr. toutes les maladies, comment on dit, le caractère, Ouais. tous les sens et tout ça. Et voilà. Et ça sera un premier livre de 200 pages, et la suite viendra après avec tout le reste. C'est un dictionnaire analogique qui aura, je pense, 800 ou 1000 pages. Alors, nous ferons une émission spéciale Ouais, sur ce dictionnaire, oui, plus longue avec vous, évidemment. Si on revient également sur cette idée de transmission, Anton Mariel, il y a la singularité de votre parcours personnel. Vous nous l'avez dit, vous revenez en Corse pour participer à cette effervescence. J'avais l'impression de rater quelque chose. Et donc, il fallait revenir. Oui, complètement. Mais votre parcours s'inscrit forcément pour vous dans une aventure collective. Hein. C'est le cas de Diana Dilalbe. Moi, je ne peux pas chanter seul. On m'avait demandé de chanter les tiers madialaises à l'époque, quand j'avais arrêté Diana Dilalbe. Diana Dilalbe, c'est 78, 80. Et j'ai repris en 93. Donc pendant des années, pour élever mes enfants, avec ma femme. Bon, ça, je ne pouvais pas, les enfants à 50, tu ne vas pas faire des concerts. Voilà. Et quand je suis revenu pour la musique, voilà, j'avais envie de faire un groupe qui aille loin, et je suis content de ce qui se passe avec Diana Dilalbe, parce que là, ça tourne bien, et il y a du monde pour les concerts. Sur scène, on est des fous, on est naturel, on partage, et on garde l'humilité. Ouais. Parce que Oui, c'est un mot qui est important, humilité, voilà, pour complètement. vous. J'avais dit un jour à un des musiciens, je ne citerai pas, je lui ai dit, tu sais, c'est pas à toi de dire que c'est bien, c'est aux autres de dire que c'est bien. Il faut garder l'humilité. Ce lien intergénérationnel, il est important pour vous. Hein. Oui, parce que Il y a aussi des élèves, vous avez dans votre groupe. José R, ça surtout, qui était mon et puis il y en a d'autres aussi qui étaient jeunes. Quand je les ai connus, j'avais 40 ans, ils avaient 20 ans, même 18 ans, 17 ans, 18 ans. José R, il avait 18 ans, 17 ans, je crois. Ils étaient très jeunes, et puis maintenant, ça fait 23 ans qu'ils sont avec moi. Et ça n'a pas bougé. Hein. Il y a un noyau de 7 personnes qui n'ont pas bougé. D'autres sont venus autour, des basses, des musiciens, voilà, des joueurs des percussionnistes, tout ça. Mais au départ, c'est un noyau de 7 personnes. Étienne Perfetti, il a mon âge, les autres, ils ont 40 ans aujourd'hui, 43, 44, c'est incroyable. Et à l'époque, j'avais 45, ils avaient 18 ans. Et voilà. Le combat pour l'émancipation individuelle et collective, la transmission, je l'ai dit, c'est important, c'est essentiel même. Parce et le chant permet aussi de la transmission énorme. Parce que quelquefois, les jeunes qui parlent pas corse, par le chant, ils apprennent à parler la langue corse. C'est ça qui est essentiel. Parce qu'ils cherchent les mots, ils regardent, puis la sonorité d'un mot avec la musique autour, c'est merveilleux. Le lien intergénérationnel, nous l'avons dit, et ceci, il faut en parler de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui convoque votre mémoire. Oui, quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait toujours des histoires. Puis je crois que j'ai lu pratiquement tous les livres des contes corses, mais qui malheureusement étaient écrits en français. Hein, Massignon, maintenant Fabienne Maestracci, Ortoli, c'était en français. Il y avait c'était Martina Pinsapalo et Dion Diazepouvan. Le reste, je suis le troisième en langue corse. Voilà, mais c'est pas normal qu'on raconte pas des contes en langue corse. Pourquoi en français? D'abord, je pense que la langue... C'est important de raconter aux enfants en langue corse. Le soir, avant qu'ils se couchent, dans mon livre, là, il y a deux pages ou 3 pages. Tu peux raconter tous les soirs une histoire à ta petite, à ton petit. Voilà. Je le fais. Ah bon, c'est bien. Je le fais. Merci beaucoup, mon cher Anton Marieli, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous allez revenir ? Si vous m'invitez, ouais. Et on va faire Avec une plaisir. émission spéciale autour de cet ouvrage que vous allez éditer chez Colonna Édition, parce que c'est important, il sera important. Voilà. Là, le premier tome est presque fini, je vais lui soumettre. Et il m'a touché la main tout de suite et m'a dit... Ça s'est passé dans les couloirs. couloirs. Pas discuté. Ça s'est passé dans les couloirs de J'ai l'émission. dit, on se voit. Il m'a dit, non, touche-moi la main, c'est trop original. Et voilà. Et voilà. Voilà comment se passent les choses. Merci beaucoup, Je vous mon remercie cher beaucoup. Antoine. Au revoir. Et à très vite, Au revoir. sûrement, Elle est belle, sur les votre- réseaux sociaux. Elle est belle, votre émission. j'adore. Merci beaucoup.
Justement, les réseaux sociaux, c'est le lieu où l'on débat, où l'on confronte les opinions. Et également, c'est le lieu où un mot peut enflammer la toile. C'est le rôle d'Inès de décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est la séquence Inès décrypte. Inès, je vous conseille ce livre. Oui. De notre invité, Oui. On a discuté indispensable. en coulisses. Et évidemment, d'écouter les chansons du groupe Diana Dillal. Moi aussi, tu vas venir me les chanter. Moi, je suis... Oui, oui, je sais pas, je suis pas sûr de chanter aussi bien que les membres du groupe. Alors, revenons à ta chronique. Le burkini, Inès, c'est un mot qui a mis le feu, vraiment, ces dernières semaines. C'est ça. Et on va particulièrement s'intéresser, en fait, au télescopage à tort entre une rixe pour un morceau de plage à Cisco et ce qui est devenu l'affaire du burkini. Mais pour ça, il faut remonter le fil de la couverture médiatique. Et ça passe d'abord par un zoom sur le mot en lui-même. Le burkini, c'est une pièce presque vintage finalement, puisque créée en 2004 par une créatrice australienne. L'idée, c'était de concevoir un vêtement de bain adapté à la pudeur religieuse. Oui, c'est un néologisme, ce mot, qui est issu évidemment de burqa et de bikini. Oui, c'est ça, mais le mot couvait déjà la polémique, puisque ce vêtement de bain ne couvre pas le visage, contrairement à la burqa. Et la seconde partie du mot valise alourdit aussi les débats, puisque dans l'imaginaire collectif, ça sonne presque comme un oxymore, puisque le bikini a été inventé, lui, pour découvrir le corps. Pour autant, on retrouve le suffixe kini dans d'autres tenues de noms de vêtements de bain, en fait, à l'instar du feskini, très en vogue sur les plages chinoises. C'est ça, c'est une cagoule synthétique, en fait, qui recouvre cette fois entièrement le visage. Donc là, on est à mi-chemin entre le catcheur qui veut éviter d'attraper un coup de soleil ou le super-héros dont la kryptonite serait la piqûre de méduse. Alors, si le mot n'est pas nouveau, c'est bien cet été qu'il refait surface. Exactement. En fait, début août, un parc aquatique privé des Bouches-du-Rhône prévoit d'autoriser le port du burkini. En fait, après sa fermeture officielle. Mais la polémique naît quand même et rapidement, elle s'étend à toute la France. L'étape suivante, c'est le maire de Cannes et celui de Villeneuve-Loubet qui publient un arrêté interdisant le port du burkini. Oui, c'est pour risque de trouble à l'ordre public. Et c'est dans ce contexte très particulier, il faut bien le dire, que survient le 13 août la rixe de Cisco. Oui, c'est ça. Et aussitôt, réseaux sociaux et médias s'affolent. Il est à nouveau question du fameux burkini. Le 15 août, Ange-Pierre Vivogne, le maire PS de Cisco, annonce qu'il a publié lui aussi un arrêté pour interdire le port du burkini sur les plages de sa commune. Alors la justice suit son cours, évidemment, c'est important de le signaler. Mais ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est le traitement. Vraiment le traitement médiatique, l'articulation qu'il peut avoir, je dis articulation, mais même le fait que ça se percute entre ce mot-là, une information galopante et les réseaux sociaux. C'est vraiment son traitement médiatique qui est essentiel. C'est ça. Mais du coup, on se rend compte que c'est la combinaison maladroite entre un fait divers et un débat qui flottait déjà dans l'air. Et d'ailleurs, ce sont des remous qui sont raillés, on le voit, par la presse internationale. Par la presse internationale, oui. Ça a beaucoup réagi dans la presse internationale. Énormément, oui. Ça mérite encore... Il y a une deuxième partie. Je fais un teaser, mais on aura une deuxième partie. Exactement. C'est intéressant de voir également comment réagit la presse internationale à ce qui se passe. Ça donne un autre regard, oui. Merci beaucoup, ma chère Inès. Inès décrypte, c'est pratiquement tous les soirs pendant le 20h. Ça s'appelle du fact-checking. Et c'est ce que tu fais avec nous régulièrement. Merci beaucoup. Je t'en prie. La question de 20h. Existe-t-il un politiquement correct spécifique à la Corse? C'est ce que va tenter de répondre nos deux journalistes, Sébastien Pisagne et Marie-Jo Arrigui. Oui, vous allez tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question. Existe-t-il un politiquement correct spécifique à la Corse? Alors, avant toute chose... Vous nous avez gâtés, hein, oui. Avec ce sujet. Oui. Avant toute chose, c'est mon côté taquin. Avant toute chose, je voudrais vous faire réagir, et c'est avec vous que je vais commencer, mon cher Sébastien, sur quelques mots de Jean-Marie Borzex, qui était directeur de France Culture de 1984 à 1997. Il disait ceci, ouvrir le débat, ouvrir encore, briser les carcans des guerres idéologiques d'antan et d'alors, faire en sorte qu'on se parle. Bah oui, effectivement, ça me paraît important d'être en mesure de se
se parler, il en parle très très bien. Les carcans idéologiques, c'est ceux notamment qui peuvent se mettre en place à travers une certaine forme de politiquement correct qui a tendance à enfermer. Est-ce qu'encore c'est le cas ? Vous vous doutez bien, évidemment non. Non, alors, je ne vais pas... vous nous obligez à être un petit peu, comment dirais-je, un petit peu clivant. Mais bon, non, globalement, je ne pense pas que nous vivons sur un territoire où le politiquement correct règne en maître. Écoutez, notre invité a bien raconté sa propre histoire personnelle. Et elle fait écho sur un plan politique. Purement politique, si on prend celui-là, il fait quand même écho au fait que je ne crois pas que ce territoire-là était particulièrement correct vis-à-vis d'une perspective très jacobine de la manière dont la République pouvait s'appliquer aux quatre coins du pays. Bon, c'est un exemple très particulier sur la sphère politique. Moi, j'ai quand même la sensation de vivre ici en Corse dans une société où le débat existe, où il y a quand même des gens qui, par moment, s'opposent. Voilà, non, un petit peu. Marie-Jo. Moi, je pense qu'il existe. Il existe un politiquement correct spécifique à la Corse. Oui. Je pense que ça ne date pas d'hier, d'ailleurs, parce que c'est quand même une société qui est assez particulière, avec des gens qui se connaissent et qui se connaissent très, très bien. Un équilibre des pouvoirs toujours entre les gens et entre les familles qui fait que très vite, on peut basculer. Alors, très longtemps, on pense évidemment aussi avec le passé. Dès que quelque chose dérapait, on avait une vendetta derrière qui s'enclenchait. Donc, quand on avait des choses à dire aux gens, on leur disait jamais de manière frontale. Et on avait une possibilité de dire les choses aux gens, par exemple. C'est votre côté anthropologue, excusez-moi, parce que c'est vrai. On parle de la Corse d'aujourd'hui, du XXIe voyez, siècle. À cette époque-là, on utilisait par exemple Ischerdi, les chants satiriques pour dire aux gens leur cas de vérité. Puis attention, c'était cruel, mais on leur disait sur le ton de la poésie et dans cette sphère particulière de la musique, du chant, qui permettait quand même beaucoup de choses. Mais pas frontalement, parce que autrement, ça pouvait avoir des... Donc, vous voyez, on enrobait un petit peu les choses. Disons qu'il y a une manière quand même... Enfin, moi, il me semble qu'il y a une manière vraiment ancestrale d'être dans le politiquement correct. Mais vous savez, dans votre question, il y a un mot très important, spécifique. Oui. Moi, je pense que on vit au XXIe siècle et qu'en Corse comme ailleurs, on parle souvent des réseaux sociaux dans cette émission. Ce que vous dites là a un peu implosé. Sur les réseaux sociaux, bien souvent cachés derrière des pseudos, mais aussi très souvent en nom propre avec prénom et nom, des gens aujourd'hui, ici en Corse, n'hésitent pas à dénoncer tout un tas de choses. Alors, par moments, on est très heureux de les voir dénoncer des choses qui nous-mêmes nous choquent. Par moments, même, on aimerait qu'il y ait un peu plus de retenue parce que les propos racistes ont tendance aussi à fleurir ici, comme ailleurs sur le continent. Mais alors, je vais le dire différemment, spécifique à la Corse. Est-ce que l'insularité, est-ce que la proximité, la promiscuité même, osons le mot, fait pas qu'il est difficile de parler, notamment dans la sphère culturelle. Allez, ça nous intéresse directement, de parler, d'évoquer, de critiquer même. Voilà, de critiquer, justement. Voilà. C'est vrai que dans nos métiers de journaliste, on nous a demandé à un moment d'être critique. Enfin, moi, en tout cas, j'étais plutôt journaliste culturel. Et en même temps, on nous demandait de ne pas être polémique. C'est difficile quand même, vous voyez. Donc, il y a un moment où quand vraiment vous n'aimez pas quelque chose, vous n'aimez pas un livre, une exposition, il y avait très peu de lieux de liberté. C'est la proximité avec les gens. C'est la proximité, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous savez que vous allez blesser quelqu'un. C'est plus facile d'être direct et de critiquer, mais de vraiment critiquer négativement. Bien sûr, si c'est une critique positive, on s'en fiche. Mais quand vous savez que vous allez toucher quelqu'un et que cette personne, vous la connaissez, vous allez la croiser tous les jours dans la rue, c'est difficile d'exposer votre média, parce que vous, à la limite, vous prenez vos responsabilités, mais d'exposer votre média aussi à votre critique. Et moi, c'est vrai qu'en tant que journaliste, c'est peut-être pas un exemple, et je pense que votre lieu, justement, de débat du vendredi est aussi un lieu de liberté sur ce... Oui. C'est assez rare sur la Corse. Et ça remue sur les réseaux sociaux, ceci dit. Mais moi, j'avais préféré éluder quand j'avais vraiment des critiques trop négatives. Alors, on peut éluder. C'est vrai que la proximité est une donnée. Maintenant, moi, il m'est quand même arrivé de voir des critiques parfois. Il faut qu'elle soit fondée, la critique. À un moment donné, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? Est-ce qu'il faut être à la version... Alors pour un journaliste type parisien qui reçoit énormément de production et qui va même rentrer dans des espèces de rôles de flingueurs. Enfin, vous voyez, c'est pas vraiment... Alors, si on quitte la sphère du journaliste et qu'on pénètre dans la sphère de l'intellectuel également, est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à une sorte de phase de réveil sur le politiquement correct? On a des écrivains, que ce soit Jérôme Ferrare ou Marco Biancarel, d'ailleurs peut-être même plus Marco Biancarel, qui osent mettre la plume dans la plaie là où ça fait mal. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas
pas en brèche l'idée du politiquement correct. Sébastien. Non, moi je pense pas, parce que d'abord ça m'embête vraiment d'enfermer Biancarelli et tous ceux Dans que le vous avez politiquement cités incorrect. dans le politiquement incorrect. Pour moi, ce sont avant tout des auteurs, des gens qui creusent un sillon. Je ne pense pas que leur but soit vraiment forcément d'ébranler les bases de notre société. Après, ça n'empêche pas qu'ils ont un discours. Et ce discours-là, on se plaît à l'entendre parce qu'il met la plume dans la plaie, comme vous le dites très bien, c'est vrai. Mais sincèrement, non. Éveil des consciences, je pense que là, on va un petit peu loin. Il y a une évolution de la société. Ça, c'est indéniable. Alors, juste pour la place de l'intellectuel, parce que c'est aussi cela, quand on parle de politiquement correct, forcément, par extension, c'est la place de l'intellectuel dans la société qui est posée. Un grand intellectuel, Marcel Gauchet, j'aime bien citer Marcel Gauchet, j'aime beaucoup Marcel Gauchet. Voilà ce qu'il dit, Marcel Gauchet. C'est pas le moins conservateur de la bande. Non, les intellectuels n'auraient plus aucune spécificité, une puissance perdue qu'ils possédaient lorsqu'ils étaient capables d'éclairer l'avenir, lorsqu'ils étaient des hommes à imagination. Que sont-ils devenus? Des chantres des droits de l'homme qui est à la portée de tout le monde, finalement des politiquement corrects. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une frontière entre la place de l'intellectuel et le politiquement correct aujourd'hui? Là, on rejoue un petit peu la nouvelle formule de Nicolas Sarkozy sur les bien-pensants, en fait. C'est vrai qu'il a, il a utilisé, ces dernières semaines. il a utilisé ce terme. On ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que si d'un côté, il met les bien-pensants sur les gens qui ont des pensées justement humanistes, altruistes, je ne vois pas en quoi c'est un défaut. Si par contre, il met ça dans les gens qui ont une pensée conformiste, puisque c'est vrai que c'est les deux définitions de bien-pensants, là, je pense qu'on en a autant à droite qu'à gauche. Donc, ses ennemis sont quand même relativement difficiles à identifier. Voilà. Là, l'intellectuel, il est quand même toujours là pour effectivement éclairer, enfin j'espère en tout cas, et d'ailleurs pour revenir à nos écrivains, vous remarquerez quand même qu'ils ne font pas dans la provocation, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu effacé les barrières du politiquement correct, mais dans la littérature. Donc on se retrouve encore comme dans le Scherz, dans une forme finalement culturelle et artistique qui permet aussi de dire des choses d'une manière plus enrobée. Est-ce que c'est pas l'humour finalement qui transcende le politiquement correct? Corse machin, j'imagine que vous pensez à... alors l'humour d'une manière générale. Non, moi c'est vrai que je ramène à Corse machin à travers... Vous-même journaliste à Corse Matin. Bien sûr. Et moi ça me fait très plaisir. Vous l'avez vu venir. Oui, bien sûr, et de loin. Ça me fait très plaisir parce qu'aujourd'hui tout média digne de ce nom se doit d'avoir sa version satirique. Là encore, j'y vois pas une spécificité particulière parce que la satire n'est-elle pas tradition française? Ça, c'est aussi une autre question. Et je pense même qu'elle est même de tradition corse, vraiment. Et à travers la Magane, peut-être, oui, aussi. Donc, vous voyez, tradition corse, à mon avis. Bien sûr, on bouscule et Corse Machin le fait pas mal du tout. Et puis elle est aussi de tradition ajaxienne. La Magagne, c'est, quand on est ajaxien, c'est le carouille, c'est le borg. Oui, la flaquine, je suis d'accord avec vous. Encore une manière de dire des choses importantes c'est vrai. Avec l'ironie. Le Scherz, c'est ça aussi, c'est l'ironie. C'est vrai. 40 secondes, vous connaissez le principe de l'émission, la conclusion. Vous avez 40 secondes pour résumer votre pensée, pour essayer de répondre à cette question. Existe-t-il un politiquement correct spécifique à la Corse? C'est avec vous, je commence. Sébastien, top chrono. Donc vous l'avez compris, pour moi, il n'y a pas de spécificité dans ce domaine. Évidemment que le politiquement correct existe en Corse comme ailleurs. C'est une notion qui me dérange un brin, le politiquement correct, parce qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces. Et notamment, il y a cette manière très souvent de montrer du doigt des élites, c'est vrai, qui peuvent avoir des discours très creux. Mais vous savez qui dernièrement a été visé par certains sites relevant d'une certaine fachosphère qui existe aussi en Corse comme ailleurs? Il n'y a pas de spécificité chez nous aussi dans ce domaine-là. C'est des gens, par exemple, comme Jean-Guy Talamone et Gilles Simeone, lorsqu'il tâchait de ramener un peu de calme après les événements de l'empereur. On les accusait à ce moment-là, à Ajaccio, on les accusait à ce moment-là de donner aussi dans le politiquement correct, tout simplement parce qu'ils réclamaient de ne pas faire d'amalgame. Marie-Jo, existe-t-il un politiquement correct spécifique à la Corse? Moi, je pense quand même que oui, parce que cette proximité, cette promiscuité que vous avez soulignée au tout début existe véritablement. On se connaît, c'est un petit univers. On n'a pas toujours envie de mettre les pieds dans le plat, de faire souffrir les gens. Quand on est dans la culture, c'est vrai qu'un livre, c'est souvent un an de travail. Un film, c'est quand même difficile. À moins que votre métier soit vraiment critique, mais c'est pas le cas dans nos médias locaux. C'est quand même difficile de démolir les gens sans scrupule. Donc, on enrobe les choses, on en parle avec des mots un peu choisis, mais je ne pense pas qu'on soit non plus dans les faux mots comme c'était quoi, bassin de natation, la profondeur, ce genre de choses pour ne pas dire piscine. Je ne savais pas que c'était un gros mot. Oui. Merci beaucoup à vous deux d'avoir apporté vos arguments à cette question. Une exception à la règle, quand même. Xavier Affre.
Ah oui, Xavier, notre cinéphile, le politiquement correct, lui, Il alors dit pour les le coup, choses. c'est exactement. Il a raison. Et je le dis aux téléspectateurs, évidemment que nous allons continuer à questionner la société corse, à susciter le débat. D'ailleurs, ça peut se poursuivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à apporter votre contribution au débat, au duel, tous les soirs, de nos journalistes ou de nos intervenants. C'est même fortement conseillé. Merci à vous deux. On Merci. prépare d'autres duels pour la semaine prochaine. Allez, Et vous allez cliver, dire ce que vous pensez. Comme d'habitude, Sans toujours aucun... ce que l'on pense. D'accord, très bien, super. Merci beaucoup à vous deux. Ce soir, vous avez rendez-vous dans quelques minutes là avec Angelina Risterouch pour les médicales. Et ce soir, elle interroge la santé à l'école. Je vous le conseille. Quant à moi, je vous dis à demain sur France 3 Corse via Stella, évidemment, pendant le 20h. Merci.